Près de l'ancien volcan de Sangandi, des échos étranges dans la roche, puis une confirmation satellitaire, pointent une masse cristalline souterraine de plusieurs kilomètres. Les premières estimations évoquent une zone d'environ 10 km² et jusqu'à 3 milliards de carats bruts, assez pour attirer offres étrangères, attentes populaires et peur de malédiction des ressources. Que change cela pour les citoyens quand Ibrahim Traoré parle de responsabilité? Entre promesses et périls, le pays retient son souffle. Cette histoire promet bien plus qu'un récit minier spectaculaire. Elle pose une question de trajectoire nationale. Pour le Burkina Faso, la découverte annoncée ouvre un horizon de transformation économique rapide, mais expose aussi le pays à des risques connus: capture des revenus, tensions sociales, pressions étrangères et décisions prises dans l'urgence. Le cœur de l'enjeu n'est donc pas le diamant lui-même, mais la manière dont il sera gouverné, protégé et intégré à un projet collectif. Dans les marchés, les radios et les cercles politiques, l'attente est double: voir si cette richesse peut améliorer concrètement les conditions de vie et vérifier si l'État saura éviter les erreurs observées ailleurs en Afrique. Les promesses de croissance, d'emploi et d'investissement se heurtent déjà à la peur d'une nouvelle dépendance ou d'un enrichissement réservé à quelques-uns. C'est ici que le temps long entre en collision avec l'urgence du moment et que chaque choix comptera pour les années à venir. Que peut réellement gagner ou perdre la nation dans cette séquence décisive? Les premières données ont surpris même les observateurs aguerris. Selon les rapports relayés par les géologues impliqués, la zone de Sangandi couvrirait plus de 10 km² et la masse cristalline détectée par satellite pourrait contenir jusqu'à 3 milliards de carats de diamants bruts, un ordre de grandeur rarement évoqué dans l'histoire minière contemporaine. Cette mini-révélation a immédiatement déplacé le regard. On ne parlait plus d'une découverte prometteuse, mais d'un événement capable de modifier les équilibres économiques d'un pays entier. Dans un Burkina Faso, longtemps associé à l'insécurité et à la pauvreté, l'annonce a agi comme un choc psychologique collectif. Les radios ont interrompu leur programme, les marchés se sont figés quelques instants, et une même phrase revenait dans les conversations: la terre a parlé. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré a reçu l'information dans un climat de silence inhabituel. L'absence de célébration publique a marqué les esprits. Là où d'autres dirigeants auraient mis en avant la perspective de revenus immédiats, il a laissé filtrer une prudence qui contrastait avec l'euphorie ambiante. Cette attitude s'explique par le contexte récent du pays: instabilité politique, pression sécuritaire, économie fragilisée et mémoire encore vive d'exploitations étrangères peu bénéfiques aux populations locales. La découverte s'inscrit aussi dans un cadre géopolitique plus large. Le Sahel est devenu un espace stratégique, observé de près par des acteurs économiques et politiques internationaux. Une ressource de cette ampleur attire mécaniquement investisseurs, diplomates et analystes, chacun projetant ses propres intérêts et scénarios. Pour le Burkina Faso, cela signifie une visibilité nouvelle, mais aussi une exposition accrue aux rapports de force mondiaux. Enfin, cette révélation intervient à un moment charnière pour la présidence de Ibrahim Traoré. Arrivé au pouvoir dans un contexte de rupture, il est confronté à un dilemme classique mais amplifié: transformer une richesse soudaine en levier de développement durable sans reproduire les schémas de dépendance et de corruption souvent associés aux ressources naturelles. C'est cette tension entre promesses chiffrées et réalité politique qui structure toute la suite de l'histoire. Dans les jours qui ont suivi l'annonce, un détail a frappé les observateurs locaux: l'absence de scène de liesse officielle. Aucun défilé, aucune promesse tonitruante. À la place, une série de réunions discrètes, des consultations élargies et un contrôle strict de l'information. Ce choix
a donné à Ibrahim Traoré le rôle d'un personnage guide inattendu, non pas celui qui célèbre la trouvaille, mais celui qui en ralentit volontairement l'emballement. Sur le terrain, les premiers impacts se sont manifestés de façon diffuse. À Sangandi et dans les zones voisines, la présence militaire s'est renforcée sans annonce publique, avec pour objectif affiché de sécuriser la zone et d'éviter les ruées incontrôlées. Les habitants ont vu arriver ingénieurs, fonctionnaires et journalistes, créant un mélange de fierté locale et d'inquiétude silencieuse. Certains commerçants espéraient déjà un afflux d'activité, d'autres redoutaient des déplacements forcés ou une perte de contrôle sur leurs terres. Dans la capitale, l'effet a été plus symbolique. Les débats radiophoniques se sont multipliés, opposant enthousiasme et prudence. Des intellectuels ont rappelé les précédents africains où des découvertes similaires avaient nourri conflits et désillusions. Cette mise en garde a contribué à installer un climat d'attente tendue plutôt qu'une euphorie collective. Traoré, en arrière-plan, est apparu comme un point de convergence. Son silence relatif a été interprété comme un signal. La décision ne serait ni rapide ni purement technocratique. En convoquant l'idée d'une responsabilité nationale, il a déplacé la question du simple combien cela vaut vers à quoi cela sert. Ce glissement a eu un impact immédiat sur le discours public en introduisant une notion rarement centrale dans ce type d'événement, le temps long. Au fond, la découverte devient un test de maturité nationale. L'annonce officielle a agi comme un déclencheur immédiat. En quelques heures, ce qui n'était encore qu'un rapport technique est devenu un sujet national, puis international. Les stations de radio ont interrompu leur programme, les médias étrangers ont commencé à relayer l'information et les premières demandes de clarification sont arrivées sur les bureaux du gouvernement. Dans ce court laps de temps, le récit s'est transformé. D'une découverte géologique, on est passé à une question de souveraineté économique. La montée en tension s'est produite rapidement. Des entreprises minières internationales ont fait parvenir des signaux d'intérêt, parfois informels, parfois déjà structurés. Les offres évoquaient des partenariats, des investissements rapides et des promesses de retombées financières à court terme. En parallèle, des experts étrangers ont demandé l'accès aux données satellites pour confirmer l'ampleur du gisement. Cette accélération a créé une pression inhabituelle sur les autorités burkinabées, sommées de réagir vite dans un environnement où chaque mot pouvait influencer les marchés et les relations diplomatiques. C'est à ce moment que la posture de Ibrahim Traoré a marqué un tournant. Plutôt que d'annoncer une feuille de route économique immédiate, il a convoqué ses conseillers et insisté sur un point précis: éviter toute décision irréversible prise sous l'effet de l'urgence. Cette retenue a surpris certains acteurs économiques habitués à voir les États saisir ce type d'opportunité sans délai. Mais elle a aussi envoyé un signal clair. Le processus serait encadré politiquement et moralement, pas seulement techniquement. Les répercussions internes ont suivi. Au sein du gouvernement, deux lignes se sont dessinées. D'un côté, ceux qui plaidaient pour une exploitation rapide afin de transformer le pays en pôle économique régional, créer des emplois et attirer des devises. De l'autre, des voix plus prudentes rappelaient les expériences passées en Afrique où des contrats signés dans la précipitation avaient abouti à une captation des richesses par des intérêts extérieurs. Ce débat, d'abord cantonné au cercle politique, s'est progressivement diffusé dans l'espace public. Dans les régions, l'effet a été plus concret. La sécurisation de la zone de Sangandi s'est intensifiée, limitant les déplacements et renforçant le contrôle de l'État. Cette présence accrue a rassuré certains habitants tout en alimentant des craintes chez d'autres, notamment sur la possibilité de restrictions durables.
Les discussions dans les villages ont oscillé entre espoir d'emploi et peur d'une transformation brutale du mode de vie local. À l'international, la découverte a replacé le Burkina Faso dans une conversation stratégique plus large. Des analystes ont commencé à évoquer le risque d'une malédiction des ressources, tandis que d'autres soulignaient l'opportunité unique de redéfinir un modèle de gestion minière. Les comparaisons avec des pays comme le Botswana ont circulé, tout comme les exemples plus sombres du Congo ou de la Guinée. Cette mise en perspective a renforcé l'idée que la suite des événements dépendrait moins de la taille du gisement que des choix politiques à venir. La séquence s'est conclue par une première déclaration forte. En affirmant que le diamant n'était pas une fortune mais une responsabilité, Ibrahim Traoré a déplacé le centre de gravité du débat. Cette phrase, reprise dans tout le pays, a transformé la découverte en un test collectif. À partir de là, chaque étape, chaque réunion et chaque annonce ont été interprétées comme les prémices d'un choix historique dont les répercussions dépasseraient largement le cadre minier. Avant la découverte de Sangandi, le secteur minier burkinabé occupait une place modeste dans l'économie nationale. Il contribuait aux recettes publiques, mais restait loin d'être un moteur central de croissance, surtout comparé à d'autres pays africains riches en ressources. Ce point de départ explique pourquoi l'annonce a été perçue comme un changement d'échelle brutal plutôt qu'une simple extension d'activités existantes. Les premières estimations ont servi de déclencheurs chiffrés. Les données issues des analyses satellitaires et des forages exploratoires évoquent une superficie supérieure à 10 km². Ce chiffre, à lui seul, place le site parmi les plus vastes zones diamantifères qu'ait connues. Il ne s'agit pas d'un gisement ponctuel, mais d'une masse étendue, susceptible d'être exploitée sur plusieurs années, voire décennies. La différence est essentielle. On passe d'une opportunité limitée à une ressource structurante pour l'économie nationale. Un second indicateur a amplifié l'effet d'annonce. Les projections parlent de jusqu'à 3 milliards de carats de diamants bruts potentiels. Même en restant prudent face à ce type d'estimation, l'ordre de grandeur suffit à modifier toutes les hypothèses économiques. À ce niveau, le débat ne porte plus seulement sur la rentabilité, mais sur la capacité de l'État à absorber, gérer et redistribuer des flux financiers sans précédent. Un tel volume attire mécaniquement capitaux, acteurs internationaux et spéculations diverses. Le troisième élément chiffré concerne l'impact macroéconomique anticipé. Selon les premières projections gouvernementales, une exploitation structurée pourrait multiplier le produit intérieur brut du pays par 10 en moins de 5 ans. Cette estimation, volontairement présentée comme conditionnelle, a suscité autant d'enthousiasme que de scepticisme. Elle illustre néanmoins le basculement. D'une économie sous contrainte, le Burkina Faso pourrait théoriquement devenir un acteur économique majeur en Afrique de l'Ouest. À ces chiffres s'ajoutent des projections sociales. Des études, citées par des organismes internationaux, évoquent la création potentielle de 50 000 emplois directs et jusqu'à 100 000 emplois indirects dans la région concernée. Ces données ont immédiatement trouvé un écho auprès des syndicats et des communautés locales, pour qui l'emploi reste l'un des enjeux les plus urgents. Mais là encore, chaque chiffre est accompagné d'une condition implicite: transparence, régulation et répartition équitable. C'est précisément ce passage du chiffre brut à son interprétation politique qui marque le vrai tournant. Ibrahim Traoré a insisté sur le fait que les données, aussi impressionnantes soient-elles, ne constituent pas une garantie automatique de prospérité. Elles représentent un potentiel, non un résultat. Sans mécanisme de contrôle, des rapports internationaux rappellent qu'en Afrique, près de 70% des revenus miniers peuvent être détournés au profit d'élites locales ou étrangères.
Ainsi, la trajectoire se dessine clairement, d'un secteur marginal à une possible colonne vertébrale économique. Le pays franchit un seuil critique. Mais ce seuil est instable. Les chiffres montrent ce qui est possible, ils ne disent pas ce qui adviendra. Tout dépendra de la manière dont ces données seront traduites en décisions concrètes et de la capacité de l'État à transformer un choc quantitatif en progrès durable. Deux lectures opposées se sont rapidement imposées dans le débat public, chacune avançant des arguments cohérents. La première, portée par des économistes et certains décideurs, défend l'idée d'une exploitation rapide et ouverte. Selon eux, le Burkina Faso dispose d'une fenêtre étroite pour convertir la découverte en croissance immédiate. En accordant des licences à des entreprises internationales expérimentées, le pays pourrait capter rapidement des investissements, créer des milliers d'emplois et sécuriser des recettes fiscales indispensables. Ce camp souligne que retarder l'exploitation expose le pays à une perte d'élan, à l'érosion de l'intérêt des investisseurs et à une instabilité prolongée dans les zones concernées. Un second argument renforce cette position, l'exemple de pays africains ayant réussi une montée en gamme grâce à des partenariats étrangers. Le Botswana est souvent cité comme preuve qu'une coopération bien négociée peut transformer une économie autrefois fragile en acteur respecté du marché mondial du diamant. Dans cette perspective, l'urgence serait moins morale que stratégique. Saisir l'opportunité avant que le contexte régional ou international ne se dégrade. Face à cette approche, une lecture inverse s'est structurée. Elle met en avant les risques systémiques d'une exploitation précipitée. Les opposants rappellent que de nombreux pays ont signé des contrats miniers défavorables sous la pression du court terme, entraînant une fuite massive des revenus. Les exemples du Congo ou de la Guinée sont évoqués pour montrer comment des ressources abondantes peuvent coexister avec une pauvreté persistante. Ici, le cœur de l'argument n'est pas idéologique mais empirique. Les chiffres globaux masquent souvent une redistribution inégale. Cette seconde position insiste aussi sur la souveraineté. Exploiter lentement, voire transformer localement une partie de la production permettrait de créer une chaîne de valeur nationale et de réduire la dépendance aux marchés extérieurs. Le coût initial serait plus élevé, mais les bénéfices à long terme potentiellement plus stables. Dans ce cadre, la prudence devient un investissement, non un frein. La réponse de Ibrahim Traoré s'inscrit entre ces deux pôles. Il ne rejette pas l'ouverture économique, mais refuse qu'elle dicte le calendrier et les règles. En appelant à des mécanismes de contrôle et à une réflexion éthique, il tente de neutraliser les risques identifiés par les deux camps. L'immobilisme d'un côté, la capture des richesses de l'autre. Cette position intermédiaire n'élimine pas les tensions, mais elle transforme le débat. La question n'est plus exploiter ou non, mais comment, à quel rythme et pour qui. Ce point de bascule s'est cristallisé lorsqu'une décision inattendue a émergé au sommet de l'État. Plutôt que d'arbitrer discrètement entre options techniques, le pouvoir a choisi de déplacer le débat sur un terrain plus large en assumant publiquement que la découverte posait une question de valeur autant que d'économie. Ce déplacement a surpris les partenaires étrangers, habitués à des négociations centrées sur les chiffres et les délais. L'annonce de la création d'une commission nationale dédiée au diamant a marqué ce moment charnière. Sa composition mêlant géologues, experts économiques, scientifiques sociaux et figures morales a rompu avec les schémas classiques de gouvernance minière. Le message était clair, l'exploitation ne serait pas évaluée uniquement à l'aune de la rentabilité, mais aussi de ses conséquences sociales, environnementales et symboliques. Cette approche a immédiatement redéfini les règles du jeu. Ibrahim Traoré
a ainsi transformé une découverte minérale en un test institutionnel. En introduisant la notion de responsabilité collective, il a rendu toute décision future plus lente mais aussi plus engageante politiquement. Chaque acteur, national ou international, se retrouvait désormais face à un cadre inédit où la légitimité comptait autant que l'expertise. Ce choix a modifié les attentes internes. Une partie de la population a vu dans cette démarche un acte de souveraineté affirmé. D'autres y ont perçu un risque de blocage ou de marginalisation économique. Quoi qu'il en soit, le centre de gravité du récit a changé. À partir de là, la question n'était plus la taille du gisement, mais la forme du contrat social que le pays était prêt à construire autour de lui. Pour l'État, la découverte ouvre d'abord un champ de décision inédit. Les projections économiques évoquent des recettes potentielles capables de transformer durablement les finances publiques, mais elles imposent aussi une responsabilité accrue en matière de gouvernance. Budget, priorité sociale et crédibilité internationale deviennent directement liés à la manière dont le diamant sera administré. Pour Ibrahim Traoré, chaque arbitrage est désormais observé comme un signal vers plus de transparence ou vers une reproduction des modèles contestés du passé. Du côté des entreprises, nationales comme étrangères, l'effet est ambivalent. Les sociétés minières internationales voient une opportunité rare mais font face à un cadre plus exigeant que prévu. Les discussions ne portent plus seulement sur les volumes ou les délais, mais sur les conditions éthiques, la redistribution et la transformation locale. Pour les acteurs économiques burkinabés, en revanche, la découverte nourrit l'espoir d'une montée en compétences. L'idée d'une industrie nationale de transformation, longtemps marginale, commence à circuler comme une possibilité crédible plutôt qu'un simple slogan. Pour les populations locales, notamment autour de Sangandi, les conséquences sont immédiates et tangibles. L'emploi apparaît comme la promesse la plus concrète. Les chiffres, évoquant jusqu'à 50 000 emplois directs et 100 000 indirects, alimentent l'optimisme, surtout dans des zones où les opportunités restent rares. Mais cet espoir s'accompagne d'inquiétudes: accès à la terre, déplacements forcés, pression sur les ressources locales. Les habitants savent que les bénéfices ne sont jamais automatiques et que les coûts sociaux peuvent précéder les gains économiques. À l'échelle nationale, l'impact est plus diffus, mais tout aussi profond. Le débat sur la gestion du diamant a ravivé des discussions sur la souveraineté, la justice sociale et la place du Burkina Faso dans le monde. Les syndicats, les intellectuels et les organisations de la société civile se sont emparés du sujet, voyant dans cette découverte un test grandeur nature de la capacité du pays à apprendre de son histoire. La référence à la malédiction des ressources revient souvent non comme une fatalité, mais comme un avertissement collectif. Sur le plan régional et international, les conséquences dépassent largement le cadre burkinabé. Un contrôle accru de l'exploitation pourrait influencer le marché mondial du diamant et modifier certains équilibres commerciaux. Des partenaires étrangers s'interrogent déjà sur l'impact d'une stratégie plus souveraine sur leurs intérêts économiques. Dans le même temps, d'autres pays africains observent l'expérience avec attention, y voyant peut-être un précédent à suivre. Ainsi, la découverte agit comme un révélateur. Elle met en lumière des attentes parfois contradictoires entre États, entreprises, populations et partenaires extérieurs. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est plus seulement de gérer une ressource, mais de maintenir un équilibre fragile entre croissance, légitimité politique et cohésion sociale. C'est à ce niveau, bien plus qu'au fond des mines, que se joue désormais l'avenir du pays. Un premier scénario, souvent présenté comme le plus favorable, repose sur une mise en œuvre maîtrisée et progressive. Dans cette hypothèse, l'État parvient à établir un cadre clair,
combinant ouverture sélective aux partenaires étrangers et contrôle national renforcé. Les négociations aboutissent à des contrats plus équilibrés intégrant des clauses de transformation locale et de redistribution mesurable. Les recettes commencent à affluer sans provoquer de rupture sociale majeure, et le Burkina Faso gagne en crédibilité internationale. Ce scénario suppose toutefois une discipline politique constante et une capacité administrative rarement testée à cette échelle. Un deuxième scénario, jugé plus probable par certains analystes, est celui du compromis sous contrainte. Ici, la pression économique et diplomatique pousse le pays à accélérer certaines décisions. L'exploitation démarre, la croissance s'améliore, mais les bénéfices restent inégalement répartis. Une partie significative des revenus quitte le pays sous forme de profits ou de services externalisés. Les indicateurs macroéconomiques s'améliorent tandis que les inégalités sociales se creusent. La stabilité est maintenue, mais au prix d'un mécontentement latent qui fragilise la cohésion nationale à moyen terme. Le troisième scénario, plus sombre, envisage une rupture. Des désaccords profonds avec des partenaires internationaux conduisent à des tensions diplomatiques, voire à des mesures de rétorsion économique. L'exploitation est ralentie ou entravée, les investissements se retirent et le pays se retrouve isolé. Sur le plan interne, la gestion du diamant devient un facteur de division politique, attisant rivalité et frustration. La souveraineté est préservée sur le papier, mais la stagnation économique alimente l'instabilité. Face à ces trajectoires possibles, une recommandation de fond émerge. Déplacer le regard du court terme vers la capacité d'apprentissage institutionnel. Plus que le choix d'un scénario précis, c'est la manière dont l'État ajuste ses décisions en cours de route qui sera déterminante. En ce sens, la question n'est pas seulement quel avenir choisir, mais comment rester maître de ces ajustements dans un environnement incertain où chaque décision engage bien plus que des chiffres. Pour une grande partie de la population, la découverte des diamants reste une abstraction lointaine tant qu'elle ne se traduit pas en changement visible. Dans les zones urbaines, l'attente se concentre sur des améliorations concrètes. Emploi stable, baisse du coût de la vie, investissement dans les services publics. Les discussions dans les foyers et sur les ondes montrent une même interrogation récurrente. Quand et comment cette richesse touchera-t-elle la vie quotidienne au-delà des annonces officielles? Dans les régions rurales, l'impact potentiel est perçu différemment. Les habitants espèrent d'abord des infrastructures de base, routes praticables, accès à l'électricité, écoles et centres de santé figurent en tête des priorités. Pour eux, le diamant n'est pas un symbole géopolitique, mais une promesse conditionnelle d'inclusion. Si l'exploitation s'accompagne de projets locaux mesurables, elle peut devenir un levier de stabilisation. Si elle se fait sans concertation, elle risque d'accentuer les fractures territoriales déjà existantes. Chez les jeunes, l'enjeu est plus générationnel. Beaucoup voient dans cette séquence une opportunité de formation et de montée en compétences. Les programmes annoncés autour de la géologie, de l'ingénierie et de la gestion des ressources nourrissent l'idée qu'un avenir professionnel peut se construire sans quitter le pays. Cette perspective contraste avec des années marquées par l'exode et le sentiment d'impasse. Mais là encore, l'attente est fragile. Sans débouché réel, l'espoir peut rapidement se transformer en désillusion. Pour les travailleurs et les syndicats, la vigilance domine. Les promesses d'emploi sont accueillies avec intérêt, mais accompagnées de demandes claires sur les conditions de travail, la sécurité et la répartition des revenus. L'expérience passée a appris que la croissance affichée ne garantit pas une amélioration des droits sociaux. Le débat actuel ravive donc une exigence ancienne, liée développement économique et justice sociale.
À ce stade, l'histoire du diamant devient aussi celle de la confiance. Confiance dans les institutions, dans la parole publique et dans la capacité collective à transformer une opportunité nationale en progrès partagé. C'est cette dimension intime, vécue au quotidien, qui déterminera si la découverte restera un récit lointain ou une réalité ressentie par chacun. La première étape identifiée consiste à installer une autorité minière clairement mandatée. Cette structure aurait pour rôle de centraliser les décisions, de contrôler les licences et de publier des données accessibles sur les volumes, les revenus et les impacts. L'objectif est simple: réduire l'opacité dès l'amont avant que les flux financiers ne deviennent ingérables. Sans cet outil institutionnel, aucune ambition de gouvernance ne peut tenir dans la durée. La deuxième étape concerne le rythme et les partenaires. Plutôt qu'une ouverture totale, la stratégie envisagée repose sur une sélection progressive des acteurs avec des critères explicites de transfert de compétences et de transformation locale. Les contrats ne seraient dû pas seulement évaluer sur les montants proposés, mais sur leur capacité à créer de la valeur sur place. Cette logique vise à éviter une dépendance exclusive aux exportations brutes, souvent associée à une volatilité accrue. La troisième étape touche à la redistribution. Des mécanismes dédiés permettraient d'orienter une part des revenus vers des projets mesurables: infrastructures, éducation, santé et développement rural. Chaque programme serait assorti d'indicateurs publics afin que les citoyens puissent suivre l'utilisation des fonds. Cette traçabilité, ce qui est présenté comme un levier central pour maintenir la confiance et limiter les détournements. La quatrième étape porte sur la formation. Le développement de filières locales en géologie, ingénierie et gestion des ressources est conçu comme un investissement stratégique. À moyen terme, il s'agit de réduire la dépendance à l'expertise étrangère et de renforcer la capacité nationale à piloter l'ensemble de la chaîne de valeur. Cette dimension éducative transforme la ressource en capital humain durable. Enfin, la cinquième étape est politique. En soutenant publiquement cette feuille de route, Ibrahim Traoré engage sa responsabilité et celle de son gouvernement. La réussite dépendra de la cohérence entre discours et mise en œuvre, ainsi que de la capacité à ajuster les choix face aux contraintes réelles. La solution n'est pas un modèle figé, mais un processus surveillé, corrigé et assumé collectivement. Quelques mois après l'annonce, l'image est restée dans les mémoires. Au pied du volcan de Sangandi, loin des salles de réunion et des chiffres projetés, Ibrahim Traoré s'est arrêté un instant, a pris une poignée de terre et l'a laissé glisser lentement entre ses doigts. Ce geste simple a servi de rappel silencieux. Avant d'être une ressource, le diamant est enraciné dans une histoire, un territoire et des vies humaines. Ce motif de la terre qui parle revient souvent dans les récits locaux. Il relie la découverte spectaculaire aux préoccupations ordinaires, celles des familles, des villages et des générations à venir. Pour beaucoup, cette scène a cristallisé une attente morale plus qu'économique. Elle a transformé un débat technique en une interrogation plus profonde sur la dignité et la responsabilité collective. Dans ce cadre, la figure de Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Il n'apparaît pas seulement comme un décideur confronté à des choix complexes, mais comme un symbole de la direction que le pays souhaite emprunter. La prudence affichée, parfois critiquée, est aussi perçue comme une tentative de rompre avec une longue série de décisions prises sans le peuple ou contre lui. Le rappel est clair: la richesse ne se mesure pas uniquement en carats ou en revenus projetés. Elle se lie aussi dans la capacité d'un pays à rester fidèle à ses principes lorsque les enjeux deviennent vertigineux. Dans cette histoire, le diamant agit comme un miroir. Il reflète autant les espoirs que les failles, autant la promesse de transformation que le risque de renoncement. Au terme de cette séquence,
L'histoire du diamant dépasse largement le cadre du Burkina Faso. Elle renvoie à une question plus universelle. Comment une société choisit-elle de se définir lorsqu'une opportunité exceptionnelle surgit sans prévenir? Ressources, pouvoir, responsabilité et mémoire collective s'entremêlent, rappelant que les décisions économiques sont toujours aussi des décisions sociales et morales. Ce récit invite à observer autrement les trajectoires nationales. Derrière les chiffres spectaculaires et les scénarios prospectifs, il y a des arbitrages concrets, souvent invisibles, qui façonnent la confiance entre gouvernants et gouvernés. Le cas burkinabé devient alors un miroir pour d'autres pays confrontés à des choix similaires, en Afrique et au-delà. Il interroge la capacité des États à apprendre de leurs propres expériences, mais aussi de celles des autres. Pour le spectateur, la question n'est pas de trancher à la place des acteurs concernés, mais de rester attentif aux signaux faibles, transparence, cohérence, continuité entre paroles et actes. C'est dans ces détails que se joue la crédibilité d'un projet collectif. Selon vous, qu'est-ce qui permet réellement de transformer une richesse soudaine en progrès durable sans perdre ce qui fait l'essence d'une nation?